Ah, la Grèce, pays de l'Europe de l'Est bordé par la Méditerranée, au riche passé antique, aux paysages merveilleux limite carte postale, aux coutumes et aux traditions sympas, avec des bonnes olives et une crise migratoire et économique. Alors maintenant, depuis quelques années, la Grèce antique fait son retour sur nos écrans, et aussi bien la Grèce antique que la mythologie grecque. Un vrai regain dans la société. On peut par exemple citer les deux films 300 de Zack Snyder. Le film 3 que je pense tout le monde a déjà vu ou du moins entendu parler, mais aussi d'autres films comme Le Choc des Titans, La Colère des Titans, Hercule, Les Immortels. Les jeux vidéo ne font pas l'exception. Ubisoft a récemment sorti le jeu Assassin's Creed Odyssey. Pour le grand public, la Grèce antique reste encore vague et floue. Et pour beaucoup, la Grèce antique et la Rome antique, c'est la même chose. Alors que pas du tout. Même si les Romains se sont beaucoup inspirés des Grecs pour bâtir leur civilisation, ce sont deux cultures différentes. Pour certains, la Grèce antique, c'est une bande de mecs ultra virils qui défoncent des Perses par millions à coups de lance dans la gueule pour la gloire. Et pour d'autres, ça sera un cheval en bois devant une porte, histoire de faire un cadeau au voisin. Avec en prime un retour de 10 ans chez soi, paye ton essence. Dans tous les cas, c'est plus d'un millénaire d'histoire étalée sur plusieurs époques. Alors je vais vous faire un petit récapitulatif sur ces époques, histoire de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Il y a 4 époques qui ont marqué la Grèce dans l'Antiquité, chacune marquée par des faits, des événements, des personnages et des guerres. Alors installez-vous et attachez vos ceintures, voyageurs du temps. On décolle pour la Grèce antique, direction la Méditerranée. In sumo imperio perit, et ego etiam, oslantum gero. Ok, juste avant de démarrer, petit cours de géo. Ça va beaucoup aider pour la suite. D'accord, ok. La Grèce, c'est avant tout un pays de montagnes. Près de 80% du territoire est composé de montagnes et de collines. Il n'existe pas une montagne où l'on ne peut apercevoir la mer. Le mont Olympe est la plus grande montagne de la Grèce. Elle est située au nord. C'est aussi dans la mythologie grecque, le siège des dieux. Côté mer, il y a de quoi. La mer Égée est au centre de la Grèce, et à l'ouest, la mer Ionienne. Ensuite les régions, elles n'ont pratiquement pas changé depuis des siècles. La Thrace, la Macédoine et Épire au nord. Au centre, la Thessalie et Ithaque, formées d'îles. Au sud, le Péloponnèse et l'Attique. Puis dans la mer, la Crète, évidemment, et les îles Cyclades. Voilà, vous êtes maintenant spécialiste de la géo de la Grèce. Ça va peut-être vous servir en soirée, qui sait. Allez, maintenant, on peut démarrer vraiment. Les premières traces d'occupation humaine en Grèce remontent en moins 4000 avant Jésus-Christ. Des fouilles archéologiques poussées au 19e et 20e siècle ont permis de mettre à jour certains sites en Grèce, permettant d'en apprendre un peu plus sur ses origines. Avec le début du néolithique et l'apparition de la métallurgie, des peuples vont s'installer progressivement sur le territoire. Des peuples comme les Éoliens, les Ioniens, mais surtout les Minoens, qui est sûrement le premier peuple à s'être installé. En moins de 1600 avant Jésus-Christ, les Minoens, tirant leur nom d'un des premiers rois légendaires appelé Minos, s'installent sur la Crète. À partir de là, elle deviendra l'une des plus grandes civilisations de l'époque en Grèce, possédant de nombreuses connaissances dans l'agriculture, l'élevage, la métallurgie et la navigation. La civilisation minoenne s'imposera sur toute la mer Égée et sur les côtes de la Grèce. Ayant acquis une flotte importante, les Minoens trouveront de bonnes opportunités dans le commerce sur la Méditerranée, avec des acquisitions d'autres métaux comme l'or ou l'étain. L'utilisation du bronze permettra aux premières villes de se développer et de se concurrencer entre elles sur la Crète. Ainsi débute l'ère minoenne. En moins 2000 avant Jésus-Christ, les premiers palais de la Crète vont apparaître. Des célèbres palais comme celui de Knossos,
Un palais gigantesque de plus de 1000 pièces orné de fresques murales représentant des scènes de la vie quotidienne, mais aussi des plantes et des animaux. Le palais de Knossos donne aussi la légende du Minotaure, créature mi-homme mi-taureau, qui serait cachée dans le labyrinthe sous le palais du roi Minos, et celle de Thésée, héros de la mythologie grecque, qui alla le tuer. La légende aurait peut-être favorisé un lien entre les habitants de l'île qui vénéraient les taureaux. Aux environs de moins 1600 avant Jésus-Christ, un autre peuple va apparaître au centre de la Grèce, les Myoniens. Appelés aussi les Achéens, ils commenceront à se développer dans le territoire grec, mettant en déroute les peuples éoliens et ioniens qui émigreront vers l'est de l'Asie mineure. Ils s'installeront principalement dans le Péloponnèse, où les villes telles que Mycène, qui donnera le nom des Mycéens, se développeront et deviendront des centres culturels et économiques de leur civilisation. Les Mycéens possèdent déjà des connaissances en élevage, agriculture et métallurgie, et leur expansion militaire dans la Grèce leur a permis d'acquérir d'autres connaissances comme l'écriture, l'agriculture, les sciences et l'architecture, auprès des autres peuples vaincus, devenant ainsi la nouvelle puissance en Grèce. Et tout comme les Minoens, les Mycéens commenceront la construction de nombreux palais, témoignage de la grandeur de leur civilisation. Et c'est ainsi que débutera l'époque mycéenne. C'est la première époque qui marquera le début de l'histoire de la Grèce antique. Alors que la civilisation mycéenne prospère, la civilisation minoenne commence à décliner. Vers moins 1400 avant Jésus-Christ, la civilisation minoenne disparaît petit à petit suite à la destruction de nombreux palais, villes et villages. La cause ? D'après les historiens, le déclin de la civilisation serait dû à de nombreuses catastrophes naturelles, volcans, raz-de-marée. De son côté, les Mycéens commenceront la construction de villes et de forteresses sur tout le territoire. Ils débuteront ainsi le commerce sur le bassin méditerranéen, où des produits tels que l'huile et le textile ouvriront des opportunités commerciales. La guerre de Troie, si bien connue dans l'Iliade du poète Homère, se serait réellement déroulée. Ce seraient donc les Mycéens qui déclarèrent la guerre aux Ilions, peuple qui inspire le nom de l'Iliade. Mais la guerre n'aurait pas commencé par le kidnapping de la belle Hélène. En fait, la guerre de Troie serait due au fait que les Ilions contrôlaient le détroit de Bosphore nommé ainsi aujourd'hui, imposant une taxe de passage, ce qui poussa les Mycéens à attaquer la ville de Troie pour contrôler le détroit et ainsi le commerce. C'est moins glamour et poétique d'un coup. En moins 1250 avant Jésus-Christ, un autre peuple va débarquer du nord. Elle ramène avec elle un nouveau métal, le fer. Les Doriens, qui seraient en fait les prédécesseurs de la ville de Sparte, vont déferler sur la Grèce antique et se heurter aux Mycéens, qui ne seront pas capables de résister. Les Doriens sont un peuple de guerriers. Ils anéantiront la civilisation mycéenne et s'installeront dans le Péloponnèse. Et tout comme les Minoens, les Mycéens ne se relèveront pas et disparaîtront. En l'an moins 800 avant Jésus-Christ, la ville des Phéniciens, un peuple grec, construiront la ville de Carthage, dans l'actuelle Turquie. À partir de ce point, les événements ont fait basculer la Grèce dans une nouvelle époque. La transition entre l'époque mycène et archaïque est mal connue, due au peu de traces laissées. L'époque archaïque sera caractérisée par la création de nombreuses cités-États en Grèce, dirigées par des tyrans, et la vie sera caractérisée par une forte présence de la religion. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, la ville de Sparte sera fondée par les Doriens, qui, je vous rappelle, dominent le Péloponnèse. Athènes sera sûrement fondée dans un même temps, dû sûrement à l'agrandissement d'un village sur la Crète. D'autres villes verront aussi le jour, Corinthe, Argos, Olympe, et bien d'autres villes qui deviendront des cités-États indépendantes les unes des autres, avec leurs propres règles, leur propre armée, leurs propres lois. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, sûrement dû à une crise économique et sociale, des colons chercheront d'autres terres. Des colonies grecques voient le jour dans tout le bassin méditerranéen. Des colonies comme celle de Syracuse, en Sicile, ou encore Massilia, fondée dans le sud de la Gaule en moins 600. Ces colonies mettront en place un grand réseau de commerce, donnant accès à de nouvelles denrées toujours plus demandées dues à l'expansion des cités en Grèce. En moins 776 avant Jésus-Christ, la ville d'Olympe dans le Péloponnèse ouvre les premiers Jeux olympiques antiques. Les Jeux olympiques servent à faire célébrer la victoire de Zeus et les dieux sur Cronos et les titans dans la mythologie grecque. Ils ont lieu tous les 4 ans et de nombreuses disciplines sont mises en avant, comme la lutte, la course ou le lancer de disque. Fait incroyable, les Jeux étaient réservés uniquement aux hommes.
Si ça c'est pas sexiste, on est quand même mieux aujourd'hui, non? Dans le même siècle, la ville de Rome sera fondée en Italie. De nombreuses cités se feront la guerre entre elles, pour des raisons quelconques de domination ou autres. Sparte déclara la guerre à la ville de Messénie en -737, qui durera jusqu'en -716. Une autre guerre de -668 à 654 avant Jésus-Christ, et une troisième durant l'époque classique. Ces guerres sont sûrement dues à la recherche de nouvelles terres pour Sparte, mais les sources sont peu fiables. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Athènes devient prospère. La frappe de monnaie se développe, ce qui commença à faire entrer l'économie dans une nouvelle dimension. Athènes deviendra un centre économique en Grèce. Une intense activité économique y voit le jour. En l'an -694, des réformes sociales et économiques et politiques sont mises en avant. Mais en -560 jusqu'à -510, la ville sera dans le viseur d'une famille de tyrans. Un homme nommé Pisistrate, qui pourtant réorganisera la société et la vie à Athènes. Alors le type, ce n'est pas non plus un mauvais. Il fait pression sur les riches pour donner aux paysans et éleveurs, favorise la vie intellectuelle de la cité et fait construire de nombreux monuments sur l'acropole. Pas si méchant que ça finalement. Ses fils le succéderont jusqu'à l'arrivée des Perses sur l'Asie mineure. La fin de l'époque archaïque sera surtout caractérisée par des avancées dans différents domaines. La philosophie apparaît avec Socrate et ses élèves. Même si quelques grands penseurs ont déjà préconisé cette discipline, on retiendra Socrate comme le père de la philosophie. Thalès et Pythagore auront, quant à eux, mis un coup de pouce aux mathématiques avec leurs célèbres théorèmes. C'est durant cette ère aussi que la démocratie verra le jour à Athènes. C'est aussi au cours de cette époque que le poète Homère écrira l'Iliade et l'Odyssée, et les théâtres y occupent une place très importante. On appelle cette époque archaïque car c'est durant ces siècles obscurs que la Grèce commence à se développer. Elle se termine vers -508 avant Jésus-Christ, laissant place à l'époque classique. L'époque qui a succédé à celle de l'époque archaïque est peut-être la plus connue du grand public. Des temples, des guerres, les débuts de la démocratie. L'époque classique est aussi appelée l'âge d'or de la Grèce. Surtout pour Athènes et Sparte, qui vont se relever comme les deux cités-États puissantes de cette époque en Grèce. La guerre contre les Perses vont permettre l'apogée des deux cités, et qui pourtant se finira par une rivalité entre les deux. L'époque classique débute aux alentours de -500 avant Jésus-Christ. Les cités grecques commenceront à se démarquer les unes des autres, et aussi bien en Grèce que dans les colonies de la Méditerranée. Mais à l'est se profile une menace. L'Empire perse entreprend de conquérir la Grèce. Motif, punir les cités d'Athènes et Érétrie d'avoir soutenu les villes ioniennes pendant la révolte contre la domination perse. Mais surtout, ils y voyaient une opportunité d'agrandir leur territoire. Ainsi donc débute la première guerre médique, en l'an -492 avant Jésus-Christ. Pourtant plus nombreux en nombre, les Perses vont quand même perdre à la bataille de Marathon contre les Athéniens. Les Athéniens avaient fait preuve de surprenantes tactiques militaires leur permettant la victoire et ainsi mettre fin à la première guerre médique. Humiliés, les Perses retournent chez eux, mais ils n'en restent pas là, puisque 10 ans plus tard, les Perses reviennent. La deuxième guerre médique commence. Cette fois, l'armée perse est plus nombreuse et possède une flotte permettant aussi le ravitaillement des hommes sur terre. Sparte et Athènes, comprenant la menace que représente l'armée perse, mettent leurs différends de côté pour affronter les Perses. Leur avancée en Macédoine et en Thrace effraie les cités grecques. Et afin de les ralentir, les Grecs se postent dans le passage des Thermopyles au sud. Ici seront postés 300 Spartiates, qui se sacrifieront héroïquement pour la gloire, massacrant la moitié de l'armée perse, de plus de 1 million d'hommes, dont les célèbres immortels, rentrant ainsi dans la légende à jamais. Non, non, non. Le film 300 envoie du lourd, certes, mais ne reflète en rien la réalité. Déjà parce que si les Grecs restent dans les Thermopyles, c'est pour que les autres cités grecques se préparent. De plus, l'armée grecque n'était pas composée que de 300 Spartiates, mais de 3000 à 4000 hommes selon les historiens de l'époque. Et ce n'étaient pas tous des Spartiates. D'autres cités avaient décidé de laisser des garnisons pour soutenir la résistance. Et c'est sans compter la flotte grecque présente. L'armée perse ne comptait que 100 000 à 300 000 hommes. Et même si l'armée de l'Empire perse en comptait peut-être plus,
La logistique de l'armée de l'époque n'a pas permis un tel déplacement de troupes. Ensuite, les 10 000 immortels n'étaient pas certainement des ninjas en masque, mais une troupe d'élite de soldats sûrement de garde royale, avec leur propre équipement. Bref, le sacrifice de tous ces hommes ont permis la préparation des autres cités grecques. 2 batailles se succéderont. Celle de Salamine, une bataille navale, et celle de Platée, remportée par l'armée athénienne, qui mettront le coup de grâce aux Perses et met fin à la deuxième guerre médique. En moins 477 avant Jésus-Christ, avec ces victoires, Athènes devient la star montante de la Grèce et créa la Ligue de Délos, une ligue composée de cités grecques avec une alliance militaire pour lutter contre d'éventuelles menaces sous le commandement d'Athènes. En moins 464 avant Jésus-Christ, Athènes devient officiellement l'Empire athénien, réunissant plusieurs cités sous sa botte. Cela va hériter Sparte et ses alliés, qui, à leur tour de leur côté, vont créer la Ligue du Péloponnèse dirigée par Sparte. Pour simplifier, avec le temps, les deux ligues vont peu à peu devenir ennemies, surtout qu'Athènes impose de plus en plus de contraintes aux cités-États, et la monnaie d'Athènes va se répandre dans toute la Grèce. Les rivalités entre Athènes et Sparte vont prendre de l'ampleur, et en moins 431, la guerre du Péloponnèse éclate. Athènes et Sparte sont en guerre. Cette guerre prendra un avantage pour Athènes, car Athènes possède des fortifications, une flotte et une économie sans précédent pour l'époque. Sparte a beau posséder les meilleurs hommes et les plus disciplinés, la cité ne dispose d'aucune économie. Mais avec le temps, les Spartiates arriveront à reprendre l'avantage, surtout grâce aux Perses qui souhaitent se venger d'Athènes, et fournit des navires nécessaires à l'effort de guerre à Sparte et ses alliés. C'est ainsi que vers la fin du 5e siècle, les Spartiates reprendront l'avantage. Et en moins 404 avant Jésus-Christ, Sparte prend Athènes, et les proscriptions pour la cité débutent. Ainsi, Sparte deviendra la cité la plus puissante pendant 10 ans. La guerre du Péloponnèse terminée, les cités-États vont malgré tout continuer à se quereller entre elles. Hormis les guerres qui ont fortement marqué l'époque classique, la vie en Grèce connaît de nombreuses avancées fulgurantes. Mathématiques, sciences naturelles, philosophie, médecine. La Grèce est sûrement l'une des civilisations de l'époque qui a influencé le monde, encore aujourd'hui. Des personnages importants sont nés de cette époque. Hippocrate, Périclès, Euclide, Platon, Xénophon, Hérodote ou des généraux illustres comme Léonidas. L'art et la culture est à son apogée, mais aussi l'architecture. Je pense que si aujourd'hui on fait référence à la Grèce antique, c'est peut-être plus au travers de cette époque, car la Grèce est à ce point de l'histoire l'une des civilisations références de l'époque en Europe. Et pourtant, la Grèce est encore loin de son apogée. La dernière époque de la Grèce est appelée époque helléniste. Son nom est tiré du fait que la Grèce a conquis une partie de la Méditerranée et de l'Asie. Le rapport avec helléniste, tout simplement parce que le mot grec est arrivé bien plus tard dans l'histoire. NANI ? Oui, avant, les Grecs s'appelaient les Hellènes. La culture grecque est une culture helléniste. Mais les gens ont continué à définir les Grecs ainsi de l'Antiquité, sûrement parce que c'est resté avec le temps. Car la première fois que le mot helléniste est apparu, c'est en Allemagne au 19e siècle, alors que le mot grec vient du Moyen-Âge. Bref, l'époque helléniste a vu à la fois l'apogée et le déclin du monde antique de la Grèce. Alors que la guerre du Péloponnèse se termine en moins 356 avant Jésus-Christ, en Macédoine, un roi nommé Philippe II entreprend de faire la Macédoine une puissance de la Grèce. Il conquit la Thrace et la Thessalie. À savoir qu'à cette époque, le nord de la Grèce était considéré comme brutalement parlant des bouseux. C'est un peu l'arrière-pays que tout le monde s'en foutait. À ce terme, les autres cités grecques y voient une menace et se préparent. Le mont Pangée, une montagne en Thrace, regorge d'or, et Philippe II l'utilise afin de moderniser l'armée et faire de Pella, la capitale économique et culturelle de la Macédoine, une ville prospère. Et là entre un personnage que tout le monde connaît, Alexandre le Grand. C'est le fils de Philippe II, et son éducation est donnée à Aristote, rien que ça. Alexandre est soucieux et désireux de montrer sa grandeur. Fasciné par les récits de la guerre de Troie et du célèbre Achille, Alexandre souhaite lui aussi entrer dans la légende. Mais pensant que son père aura déjà conquis la Grèce avant qu'il n'atteigne l'âge adulte, Alexandre est frustré. Et là, Aristote lui sort « Frère, c'est pas grave, laisse-lui les miettes, va plutôt prendre la Perse. » Ouais, ok, ça me va.
Ainsi, lorsqu'Alexandre grandit, il participe avec son père à ses premières batailles contre les Grecs. Après la victoire sur les cités grecques, Philippe II met en place la Ligue de Corinthe, une genre de fédération grecque. Mais en moins 338 avant Jésus-Christ, Philippe II est assassiné, et Alexandre lui succède. Après avoir mis une raclée aux cités grecques qui ont profité de l'assassinat de son père pour se révolter, Alexandre marche vers l'Asie mineure, en actuelle Turquie, libérant les villes grecques de l'Empire perse. Les Perses, pas super enchantés que les Grecs viennent sur leur territoire, vont à leur rencontre. La célèbre bataille de Issos en moins 335 s'y déroule et Alexandre en sort vainqueur. Alexandre va d'abord partir vers l'Égypte, qui est sous l'emprise des Perses. Il y est vu comme un libérateur. Ensuite, il va vers l'intérieur des terres perses et y conquit presque la totalité des terres. Et y bat l'armée perse, encore une fois, à la bataille de Arbel en moins 331 avant Jésus-Christ. Alexandre va finalement atteindre l'Inde. Aucun Grec n'avait jamais mis les pieds aussi loin. C'était incroyable pour l'époque. L'empire était immense. Alexandre a enchaîné victoire sur le rival de la Grèce. L'empire perse en a pris un sacré coup, jusqu'à la destruction du palais royal de Persépolis, capitale de l'empire perse. Mais ses armées étaient fatiguées par ses conquêtes et refusaient d'avancer plus, allant même jusqu'à la rébellion, et Alexandre est contraint de repartir vers la Grèce. Le retour vers la Grèce était catastrophique. Alexandre perda plus d'hommes que sur le champ de bataille, et Alexandre mourra en route du paludisme. Après la mort d'Alexandre en moins 323 avant Jésus-Christ, son empire s'étend de la Grèce jusqu'en Inde, mais n'ayant pas d'héritier et son seul fils assassiné, son empire sera divisé par ses généraux. Alexandre, durant ses conquêtes, a construit plusieurs villes un peu partout, comme Alexandrie de son nom, Pergame ou Milet. Les officiers d'Alexandre qui se sont partagés son royaume vont créer les royaumes diadoques, divisés en 3 parties, et vont se déchirer pendant plus de 40 ans afin d'arriver à un équilibre correct aux alentours du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et à la fin du 3e siècle, le déclin s'amorça. Les Romains commencèrent leur expansion militaire en Sicile et en Italie du Sud. Ils vont ensuite partir vers la conquête de la Grèce. Profitant des querelles entre les peuples diadoques, les Romains vont s'installer progressivement sur le territoire grec. Et même si les débuts semblaient brutaux et les révoltes courantes, les Romains finiront par avoir le dessus sur la Grèce et les autres peuples diadoques. Ainsi, la Grèce sera petit à petit transformée et fusionnée à l'Empire romain. Celle-ci voit la Grèce comme une source d'inspiration. La plupart des bâtiments et architectures romaines seront inspirés et empruntés aux Grecs. Finalement, la Grèce sera romaine lorsque la dernière reine gréco-égyptienne, Cléopâtre, mourra. Les derniers territoires et colonies grecques tomberont aux mains des Romains vers moins 30 avant Jésus-Christ. Tout comme les époques de la Grèce antique, la Grèce helléniste a vu son lot d'avancées en matière scientifique, surtout grâce à la conquête d'Alexandre, qui, lors de ses voyages, emmène avec des scientifiques de tout genre pour explorer le monde. Ces avancées et découvertes ont influencé le reste de la Grèce, et donc de l'Europe. La conquête d'Alexandre a aussi renforcé la présence de plusieurs cultures entre elles. Les peuples rencontrés par Alexandre n'étaient pas anéantis, mais fusionnés au monde grec. Ainsi, allant de l'Égypte, passant par l'Asie mineure jusqu'en Inde, différentes cultures se côtoyèrent, et d'autres peuples naquirent de ces rencontres. Voilà voyageurs du temps, j'espère que ce voyage vous a beaucoup appris. Alors oui, c'est vrai, je ne suis pas rentré dans les détails des choses et je n'ai pas parlé de certaines choses importantes de la Grèce antique, du genre la mythologie, les dieux, Léonidas, Homère ou l'aspect même culturel de la Grèce. Vous savez, tout comme l'Empire romain, la Grèce est vaste. Je ferai d'autres vidéos sur la Grèce antique avec d'autres sujets plus connus. Le but de cette vidéo était déjà de vous faire apprendre ce qu'a été la Grèce antique et comment a-t-elle évolué sur presque 2 millénaires. Si je peux déjà vous faire apprendre 2 ou 3 trucs, alors ça me va. En tout cas, je vous dis à la prochaine, voyageurs du temps. Merci d'avoir écouté cette vidéo.